Seconde partie, la dialectique du mouvement réel. Paragraphe 1, conscience et matière. Pour ce qui est de la pensée, dit Leibniz dans un passage célèbre de l'avant-propos aux Nouveaux Essais, il est sûr qu'elle ne saurait être une modification intelligible de la matière, c'est-à-dire que l'être sentant ou pensant n'est pas une chose machinale comme une montre ou un moulin. Et en effet, si l'on pénétrait dans une machine de ce genre, on n'y trouverait que grandeur, figure et mouvement, mais rien qui ressemble à une conscience. L'évidence formelle d'un tel raisonnement éveille quelques soupçons quant à son contenu effectif. En fait, toute la force en revient à une simple pétition de principe, étant admis comme allant de soi que le concept de la matérialité s'épuise dans celui d'une pure conjonction machinale. La séparation de la pensée s'ensuit avec la nécessité d'une tautologie. Mais la prémisse est arbitraire et ne tient qu'à un préjugé. Et de fait, la conception du monde comme une immense machine n'a surgi qu'au début des temps modernes, avec la naissance de la civilisation capitaliste, où toute réalité se réduit à son pur équivalent monétaire en tant que tel, et s'insère comme simple objet de mesure et de calcul dans un mécanisme universel. Par là, se trouvaient rompus les derniers liens qui, à travers la mystification diverse, se maintenaient encore entre l'homme et la nature dans les conceptions de l'Orient et de l'Antiquité hellénique, jusque dans le platonisme où l'effort d'abstraction de la pensée grecque parvint à la notion d'un pur suprasensible, l'idée de beauté témoignait de la présence toujours vivante d'une nature qui reste elle-même en se niant elle-même. Avec les premiers succès de la physique moderne, la conception mécaniste du monde s'imposa qui définit la réalité matérielle comme pure masse inerte, le mouvement n'étant lui-même qu'un mode de l'inertie. La pensée se présentait corrélativement comme pure intériorité dénuée d'extension. La science et la philosophie nouvelle se développaient sur le fondement d'une séparation qui rendait inintelligible l'existence d'un monde comme un monde humain. La nature perdait son âme et l'esprit sa réalité effective. Cependant, l'unité reparaissait sous la forme d'un mystère. Quelle que soit l'évidence intrinsèque du cogito, il n'était pas possible de supprimer le témoignage de la vie pratique où s'affirme constamment l'expérience paradoxale dans le cartésianisme d'une âme étendue et d'un corps pensant. Je considère, écrit Descartes à la princesse Élisabeth, qu'il y a en nous certaines notions primitives qui sont comme des originaux sur le patron desquels nous formons toutes nos connaissances. Nous n'avons pour le corps en particulier que la notion de l'extension. Pour l'âme seule, nous n'avons que celle de la pensée. Enfin, pour l'âme et le corps ensemble, nous n'avons que celle de leur union, de laquelle dépend la force qu'a l'âme de mouvoir le corps et le corps d'agir sur l'âme. Or, concevoir l'union qui est entre deux choses, c'est les concevoir comme une seule, puisque votre Altesse remarque qu'il est plus facile à attribuer de la matière et de l'extension à l'âme que de lui attribuer la capacité de mouvoir un corps et d'en être mu sans avoir de la matière. Je la supplie de vouloir librement attribuer cette matière et cette extension à l'âme. Il eût été logique dans ces conditions de prendre les notions distinctes de la pensée et de l'étendue comme de simples abstractions. Elles concernent l'âme seule et le corps en particulier, mais la séparation se maintenait exigée par l'horizon où s'élaborait la science moderne. L'objectivité scientifique ne s'est précisément instaurée que par l'élimination radicale de toute signification subjective. Le rationalisme métaphysique après Descartes se donna pour tâche de radicaliser le dualisme et supprimer le mystère de l'union en l'homme en le renvoyant à Dieu conçu comme substance totale ou comme source d'harmonie. Dans la période révolutionnaire, la réflexion philosophique se libéra de la théologie pour absorber toute valeur singulière dans l'universalité d'une objectivité abstraite sous la double forme d'un moi transcendantal et d'une pure matérialité. L'opposition du matérialisme mécaniste et de l'idéalisme transcendantal recouvrait leur corrélation nécessaire dans l'abstraction où s'achevait l'aliénation qui permit à la pensée scientifique de s'établir sur le plan de la recherche positive. Le développement du travail technique s'en trouvait assuré, mais le monde en devenait inintelligible dans sa totalité. Comment l'objet a-t-il pu prendre un sens pour la vie humaine et comment l'homme lui-même a-t-il pu surgir comme réalité objective ? La définition même de l'objet
telle qu'elle s'est imposée à l'époque classique de la bourgeoisie montante et domine encore la pensée de l'Occident, posait par principe l'absence de signification comme signification du réel. Cependant, un tel horizon se démontre chaque jour comme incompatible avec le contenu effectif des recherches positives. La nature, qui se présentait comme un pur développement mécanique dans l'espace, se révèle en fait comme un immense devenir où la matière s'est élevée à la vie, l'évolution de celle-ci conduisant à l'humanité. La séparation des genres apparaît comme une simple abstraction, toute forme surgissant comme une formation historique dans un processus universel. L'opposition de l'homme et de la nature n'a plus de raison d'être, la discontinuité n'étant qu'un résultat qui n'exclut pas, mais implique la continuité du devenir qui l'a constitué. Dans un tel mouvement, chaque forme se présente avec une originalité propre qui trouve précisément son fondement dans le processus même de sa constitution. Ainsi, les phénomènes matériels tels qu'ils se sont développés après le refroidissement de l'écorce terrestre ont abouti à la forme biologique où l'équilibre des rapports physico-chimiques définit un stade qualitativement nouveau. Le domaine de la vie, une fois constitué comme un résultat historique du mouvement antérieur, devient à son tour le théâtre d'une évolution nouvelle, les formes vivantes se différenciant de plus en plus en raison des conditions mêmes du processus de formation des cellules par l'échange des matières. Or, ici également, la réalité effective du contenu de la science supprime les postulats abstraits et mécanistes qui semblaient la conditionner, car il ne s'agit en aucune façon de nier l'originalité des formes spécifiques, mais bien de les définir dans leur sens authentique en les intégrant comme des moments dans le mouvement total. Il n'y a plus lieu dans ces conditions de maintenir les restrictions et les réserves par lesquelles la philosophie bourgeoise s'est efforcée, depuis ses origines, de limiter la valeur de la science. Dans l'abstraction qui marqua les débuts de la méthode expérimentale, le sens de la vie vécue comme vie proprement humaine ne pouvait se retrouver que dans la pure intériorité du cogito où reparaissaient les effusions religieuses que l'on croyait dépasser. Kant lui-même, en débarrassant la spéculation du dogmatisme métaphysique, n'en crut pas moins nécessaire de restaurer la foi pour les exigences de la pratique. La rémanence des concepts théologiques marquait les limites de la pensée bourgeoise et classique qui justifiait la science nouvelle que dans le cadre même des traditions médiévales. Cependant, celle-ci ne s'en interprétait pas moins dans le sens d'un dépassement et d'une libération. Les restrictions qui motivaient le retour à un absolu transcendant apparaissent de ce point de vue comme de simples conventions qui couvraient une confiance robuste dans la portée universelle de l'explication scientifique et les thèses traditionnelles de la liberté. L'immortalité et l'existence de Dieu n'empêchaient en aucune manière l'application du déterminisme aux phénomènes de la vie comme à ceux de l'esprit. Si nous pouvions, affirme Kant dans un texte célèbre des Antinomies, scruter à fond les phénomènes de la volonté, il n'y aurait pas une seule action humaine que nous puissions prédire avec certitude et reconnaître comme nécessaire d'après ses conditions antérieures. Ainsi, la tradition bourgeoise classique visait bien, dans ses intentions authentiques, la constitution d'une science totale et il semblerait logique que le développement des recherches positives, ouvrant des perspectives concrètes pour une compréhension pleinement rationnelle du monde, suffise à éliminer les restrictions théologiques qui ont pu s'imposer au début. L'aliénation se résout dans le résultat même du travail scientifique, l'homme se reconnaissant dans la nature dont il apparaît comme le moment suprême. Cependant, on sait que la réalité a été précisément l'inverse. Aussitôt que le développement des structures capitalistes eut fait poindre la menace d'une révolution prolétarienne, la pensée bourgeoise entra dans la voie d'une réaction systématique. Si Auguste Comte se crut encore obligé d'arguer d'un soi-disant positivisme pour réduire la méthode positive à une rhapsodie d'études, de détails dénués de signification, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Bergson engagèrent une lutte sans répit pour le retour au mysticisme, au pur sentiment intérieur,
ou à l'action irréfléchie. Ce fut le mérite singulier de Husserl que de s'être refusé à ces conduites régressives au nom des exigences traditionnelles de méthode rigoureuse et de stricte rationalité. Il représenta de ce point de vue l'ultime résurgence de la grande tradition classique, et l'exactitude scrupuleuse qu'il observa dans l'analyse intentionnelle l'amena aux abords du matérialisme dialectique. Cet aspect de la phénoménologie resta, il est vrai, totalement incompris, le public n'ayant voulu en retenir que son hostilité au naturalisme, avec quelques formules intuitionnistes qui permettent apparemment d'éliminer les explications scientifiques au profit des pures significations comme telles. La perspective de pouvoir désormais, à la faveur de la notion d'essence, définir l'être véritable de la conscience par l'idée qu'elle se fait d'elle-même et prendre résolument l'intention pour le fait, souleva un enthousiasme prodigieux qui n'avait d'égal que l'absence de curiosité effective pour les textes mêmes de Husserl. Le résultat positif des descriptions husserliennes, qui impliquaient en fait une critique impitoyable des prétentions idéalement vécues par la référence au contenu matériel de l'expérience sensible, fut systématiquement négligé et l'école phénoménologique retomba avec les interprétations existentialistes dans l'irrationalisme le plus total. Une telle décadence impliquait une obstination intéressée à refuser l'horizon nouveau élaboré par la dialectique de la pensée scientifique, où les objections que l'on soulève sur les problèmes de la qualité se trouvent réfutées par la constitution de toute diversité à l'intérieur de l'unité elle-même, comme passage de la quantité à la qualité. C'est ce que l'on peut constater dès le niveau des phénomènes proprement matériels. Les recherches les plus importantes de la physique contemporaine ont porté sur l'équivalence de la masse et de l'énergie, et l'on pourrait y voir, à n'en considérer que la forme extérieure, une ultime réduction à l'identité. Or, il s'agit en fait de constituer le multiple dans l'un, puisque l'on aboutit à expliquer la spécificité des substances chimiques à partir de purs rapports énergétiques. Sans doute, les qualités sensibles proprement vécues ne pourront-elles se comprendre qu'au niveau humain. Il ne s'agit encore ici que de l'originalité propre au domaine chimique, fondée sur la permanence relative dans la molécule de la répartition des corpuscules élémentaires, ceux-ci ne représentant eux-mêmes qu'une forme condensée de l'énergie. L'autonomie n'est pas moins réelle, bien que toujours provisoire, comme en témoignent les phénomènes de matérialisation et de dématérialisation. Les propriétés chimiques résultent de formations relativement stables qui se constituent dans le développement des phénomènes énergétiques. Ainsi, le passage du physique au chimique implique à la fois identité et différence, comme identité de l'identité et de la non-identité. L'étude des phénomènes de la vie démontre à son tour le caractère dialectique de la pensée scientifique. Le biologique s'explique exclusivement et en toute rationalité par le physico-chimique. Il ne saurait pourtant être question d'une assimilation pure et simple, puisque les formes vivantes comme formation particulière dans le développement des phénomènes physico-chimiques impliquent une originalité incontestable du fait même de la stabilité relative du processus où elles se constituent. Une telle stabilité ne vient pas d'une intervention transcendante d'une quelconque force vitale, elle résulte nécessairement du mouvement même des actions et réactions proprement matérielles, en tant qu'elles aboutissent à une certaine forme d'équilibre. Le phénomène chimique de l'autocatalyse réalise déjà la structure caractéristique des phénomènes biologiques. Ainsi, une trace du pepsine ajoutée à du pepsinogène pur transforme celui-ci en pepsine. Or, on peut aussi bien l'exprimer en disant que la molécule de pepsine s'est multipliée aux dépens de l'aliment pepsinogène prenant. Aussi, le maintien n'en est-il que provisoire, la forme vivante évoluant par son infrastructure physico-chimique. Le fait de l'hérédité n'exclut pas mais implique la variation, les cellules germinatives n'étant qu'un moment abstrait dans la totalité organique et se modifiant nécessairement suivant le mouvement général des adaptations de l'organisme vivant, dans la mesure du moins où celle-ci influe sur la composition chimique des substances en circulation. Bon nombre de savants se sont opposés à l'hérédité des caractères acquis en raison de l'arrière-fond finaliste qu'elle semblait impliquer. En fait, le processus en est parfaitement rationnel puisqu'il ne s'agit, comme Lysenko l'a précisé, que des caractères nouveaux qui introduisent des modifications dans la formation des cellules par l'échange de matière. Tout le monde sait
que les mutilations chez les parents ne se transmettent pas aux enfants, mais une adaptation de l'organisme individuel peut provoquer au niveau des tissus qu'elles concernent des sécrétions particulières qui amènent à leur tour une modification des moments correspondants dans les cellules reproductrices. Un rôle particulier dans ce processus reviendrait aux acides nucléiques. On sait que certaines bactéries, colibacilles et pneumocoques, passent de la forme rugueuse à la forme lisse quand on les met en présence de cadavres de forme lisse ou d'un extrait de la forme lisse ou d'un extrait de ceux-ci. Le principe actif responsable de ce phénomène d'induction est constitué par un acide thymonucléique hautement polymérisé issu des cadavres bactériens en question, Avery, Boivin. On peut penser que des processus comparables ont lieu avec les cellules reproductrices, celles-ci étant constituées essentiellement de grosses molécules nucléoprotéiques semblables aux protéines virus. Ces transformations ne s'en présentent pas moins dans leur résultat sous une forme originale comme évolution des espèces. La vie, en tant qu'elle dépasse la matière, la supprime en la conservant, la négation résultant nécessairement de la conservation et la conservation étant impliquée dans la négation. Il ne s'agit nullement d'une dialectique idéale comme elle se présente chez Hegel, mais du mouvement même de l'explication scientifique en tant qu'elle rend compte des phénomènes biologiques, précisément dans leur caractère proprement biologique par des phénomènes physico-chimiques. Une telle dialectique ne superpose pas une philosophie de la nature à la science positive, elle ne fait que définir la vérité du concept scientifique en tant qu'il reproduit dans la conscience le processus réel par lequel la vie se constitue dans le mouvement général des structures matérielles. Ainsi s'impose par la force du contenu un mode nouveau de pensée où s'évanouissent les objections qui font grief à la science de supprimer la spécificité des différents domaines de l'être. De tels arguments ne sont possibles que par la conception abstraite de l'identité, où toute différence se transforme en un absolu métaphysique. Le principe d'identité, dit Engels dans la dialectique de la nature, est le principe fondamental de la vieille conception du monde. A égale A. Toute chose est identique à elle-même, tout était tenu pour constant, système solaire, étoile, organisme. Ce principe a été réfuté, dans un cas après l'autre, pas à pas par la science de la nature, mais dans le domaine de la théorie, il subsiste toujours et les partisans de l'ancien l'opposent toujours au nouveau. Une chose ne peut pas être en même temps elle-même et une autre. Et pourtant, la science de la nature a démontré ces derniers temps dans le détail que l'identité véritable, concrète, contient en elle la différence, le changement. C'est dans cet horizon nouveau qu'il convient de reprendre le vieux problème des rapports de la matière à la conscience. L'argument de Leibniz apparaît maintenant comme dénué de sens. Il présuppose que la matière est incapable d'évoluer. Or, la réalité de l'évolution ne fait plus de doute et la matière y devient autre chose qu'elle-même, à savoir précisément vie et conscience. Naturellement, une telle formule ne résout en rien le problème. Elle le pose du moins en termes intelligibles et qui ouvre la voie à une étude positive. Il s'agit de chercher méthodiquement par quel processus réel la matière, devenue vivante, s'est élevée à l'esprit. La réalité comme dialectique est un mouvement tel que dans chaque mode de l'être, les changements d'ordre causal déterminés par la structure propre à ce mode aboutissent nécessairement par le développement même de leur contenu à la constitution d'un mode nouveau qui absorbe le premier et le maintient comme supprimé, conservé, dépassé. C'est la continuité même du devenir qui détermine la discontinuité des formes, puisque le mouvement mécanique, se développant dans le cadre de la causalité, déborde nécessairement ce cadre et se constitue en mouvement dialectique, comme passage à un genre plus élevé. Un tel passage, où la forme ancienne, niée dans ses apparences extérieures, se constitue dans son être véritable, définit le sens authentique de la nécessité comme réalisation de la liberté. Il ne restait donc, semble-t-il, qu'à entrer dans le détail du contenu. Cependant, une difficulté subsiste qui peut encore nous arrêter. Si l'on voit de manière relativement aisée comment la vie peut résulter d'un équilibre de rapports matériels, plus
précisément d'un équilibre de phénomènes autocatalytiques, le domaine de l'esprit se présente avec une spécificité tout autre. L'organisme vivant n'est encore qu'un objet parmi les autres objets, et aucun des grands penseurs de l'époque classique, de Descartes à Kant, n'a douté de la possibilité de le traiter comme tel. Or, la conscience, comme conscience de l'objet, implique, semble-t-il, une transcendance qui l'élève au-dessus de la réalité naturelle et l'absorbe dans la pure intériorité du soi, immédiatement donnée dans la conscience de soi. Il y aurait ainsi apparemment hétérogénéité radicale et non différence dans l'identité. Le sujet n'est sujet qu'en tant qu'il n'est pas objet. Or, il s'agit pour nous, bien évidemment, d'en décrire la genèse, justement en tant que sujet. Le projet se heurte apparemment à une contradiction qui n'a pas d'équivalent dans la dialectique de la nature. Cependant, il ne saurait être question de la réaliser en un absolu métaphysique et ériger l'absence de solution en solution philosophique. L'intériorité de la conscience et son rapport idéal à l'objet renvoient à la structure du sujet réel, à savoir le corps vivant comme centre de mouvement. Il ne s'agit nullement d'une réduction arbitraire au point de vue de l'objet. L'acte de conscience, dans son sens vécu, se définit de manière exhaustive par la dialectique du comportement. Ici encore, les apories philosophiques se résolvent dans le mouvement même de l'explication positive. L'analyse idéaliste a découvert depuis longtemps que toute conscience implique une activité du sujet, mais elle ne s'en servait que comme d'une machine de guerre contre le matérialisme, transformant paradoxalement l'effectivité de la vie humaine en une simple négation de sa réalité. La méthode objective de son côté ne dépassait pas la considération mécaniste des modèles spatiaux. L'opposition apparente du subjectivisme idéaliste et du matérialisme abstrait recouvrait leur accord profond dans un égal refus de thématiser l'activité concrète humaine comme devenir sujet de la réalité objective. Une telle dialectique est pourtant visible dans n'importe quel phénomène de conscience pris dans son contenu effectif, en tant qu'il renvoie irréductiblement à des mouvements réels, esquissés dans l'organisme vivant. Quand je vois cet arbre, je sens plus ou moins confusément s'esquisser en moi un ensemble de réactions qui dessinent un horizon de possibilités pratiques. Par exemple, la possibilité de m'approcher, m'éloigner, tourner autour, grimper, couper, cueillir, etc. Le sens vécu de l'objet, son être pour moi, se définit par ses possibilités même senties et vécues dans ses comportements esquissés et immédiatement réprimés, inhibés par les données objectives. L'acte réel se réduisant ici à une simple adaptation oculomotrice. La conscience comme conscience de l'objet n'est justement que le mouvement même de ces esquisses réprimées. Dans cette répression, le sujet, nous entendons l'organisme vivant, les maintient en soi, et c'est ce maintien même qui constitue la conscience de soi. Ainsi, c'est bien dans son sens vécu et non simplement d'un point de vue extérieur que la conscience se définit par la dialectique du comportement. Les réactions réveillées par le stimulus et arrêtées par l'acte réel avant qu'elles n'aient pu arriver à la phase de l'accomplissement s'intègrent dans le comportement total comme des moments supprimés, conservés, dépassés. Dans ce mouvement, l'organisme vivant est devenu sujet. La vie consiste originellement en une absorption réelle des matières environnantes, mais le développement de ce processus amène le vivant à étendre d'ores et déjà sur son milieu un ensemble de réactions esquissées à l'avance. Dans cette absorption anticipée de l'objet, il le possède idéalement en lui. En d'autres termes, il en a conscience. Telle est la raison pour laquelle toute conscience est identiquement conscience de l'objet et conscience de soi. J'ai nécessairement conscience en moi-même du sens de l'objet pour moi, puisque ce sens en tant qu'effectivement vécu n'est que le mouvement même des comportements réprimés en moi. Mais l'on voit par là même que le sujet n'a pas immédiatement conscience de son comportement réel, qui le définit pourtant dans son être véritable. Le sens intentionnel n'enveloppe que les actes qui s'esquissent et leur forme d'horizon comme prétention vécue. Mais la réalité de l'acte, où s'achève le mouvement et où s'absorbent les esquisses avec leurs prétentions, n'est pas elle-même vécue dans son accomplissement originel. Telle est la vérité obscurément pressentie par la tradition criticiste, quand elle niait la possibilité pour le sujet de se connaître lui-même, vu que toute connaissance implique un objet et que le sujet en tant que sujet ne saurait être donné à lui-même comme objet.
La remarque est parfaitement juste si l'on s'en tient à la méthode réflexive, car la réalité effective du soi consiste dans le contenu réel de son comportement qui échappe précisément à la conscience qu'il a de lui-même. Il convient simplement d'en conclure qu'il faut dépasser le plan de la conscience et définir le soi en termes d'objet, l'analyse positive réalisant seule les conditions effectives du vieux projet philosophique d'une connaissance de soi. On objectera, il est vrai, qu'une définition de ce genre ne permettrait pas au sujet de se reconnaître lui-même et que la reconnaissance est impliquée dans l'essence même de la subjectivité. Nous répondrons que la difficulté vient simplement de ce que l'on s'obstine à prendre les concepts d'un point de vue métaphysique en dehors du mouvement de leur contenu, car le devenir du sujet réel, à savoir l'organisme vivant dans son comportement effectif, le fait justement passer à la conscience. L'extérieur devient intérieur, dans un mouvement où la conscience de soi se constitue comme la conscience que la réalité prend d'elle-même dans son sens de vérité. Ici encore, il ne s'agit pas d'une dialectique de concepts, le devenir sujet de l'objet comme production de la différence dans l'identité ne suppose rien de plus que l'activité même du comportement. Tout acte, une fois accompli, laisse sa trace sous la forme d'une disposition de l'organisme vivant à le répéter, non pas évidemment dans ses détails singuliers, mais dans sa structure générale. Une telle disposition, en se développant, aboutit à un schème nouveau du comportement, où la forme ancienne se reproduit en un ensemble d'esquisses réprimées et vécues comme un mouvement intentionnel qui définit l'objet dans son sens véritable. Si je tâtonne dans une chambre obscure, l'objet n'a d'abord pour moi que le sens indéterminé impliqué dans le tâtonnement, mais les mouvements que j'accomplis prennent nécessairement par leur effectuation même, et en dehors de ma conscience, une certaine structure déterminée par le rapport objectif de mon corps au corps environnant. Mes actes réels sont des mouvements d'une certaine forme, bien que je n'en ai pas conscience comme mouvement de cette forme, mais seulement comme mouvement de tâtonnement. Ainsi, il est bien vrai que l'acte réel n'est pas originellement vécu dans sa réalité effective, mais il va précisément passer dans la conscience par la dialectique du comportement, car à mesure que j'accomplis ces mouvements, il se constitue dans mon organisme une disposition à les reproduire dans la forme dans laquelle ils se sont accomplis et qui correspond à la structure du milieu. Ainsi s'élabore un schème nouveau, défini par un ensemble d'esquisses anticipées que l'acte réel réprime et renvoie au vécu comme un horizon de possibilités pratiques qui donne à l'objet son sens d'être comme espace d'une certaine structure. Dans cette expérience, l'activité du sujet n'est plus vécue comme mouvement de tâtonnement, mais comme mouvement dirigé vers une position objective déterminée. Le sujet y prend conscience de lui-même, tel qu'il était déjà réellement au début de l'expérience et tel qu'il se reconnaît lui-même dans son être véritable. Bien évidemment, une telle vérité n'est effective que dans l'instant du passage. L'acte vécu de la prise de conscience n'étant lui-même dans son accomplissement effectif que le résultat de la répression ou inhibition de la forme ancienne par la forme nouvelle. Celle-ci échappe une fois de plus au vécu et amorce un développement nouveau. Ainsi, la conscience de soi dans son sens effectivement vécu n'est bien qu'un moment particulier dans le devenir du sujet réel. Son authenticité renvoie à ces instants privilégiés où elle coïncide avec son être objectif, mais le vécu en est évanescent et le concept ne peut s'en déterminer que sur le plan de l'objet, le mouvement du contenu devant le faire passer à la vie subjective. Seule la dialectique matérialiste permet au sujet de se comprendre et de se dominer dans la réalité effective de son être, telle qu'elle échappe tout d'abord à sa conscience, mais s'impose progressivement à elle comme son sens de vérité.